très heureux de vous retrouver. Ça fait plus d'un mois maintenant que je n'ai pas fait d'émission avec vous. Je crois que ça fait 5 semaines. C'était long. Et ben ouais, mais j'étais très bien. J'ai passé un mois au Japon avec une coupure d'une semaine à l'intérieur de ce mois. Donc en vrai, 3 semaines au Japon. Puisque je suis allé à la DEFCON en Thaïlande, à Bangkok, pour la première fois de ma vie. Je n'étais jamais allé en Thaïlande avant. Et c'est assez intéressant. D'ailleurs, quel était le mood là-bas par rapport à justement l'écosystème en ce moment et le truc autour des meme coins, etc. Est-ce qu'ils étaient là-dedans ou est-ce qu'ils étaient plus sur des Non, rôles de home build enfin, Non, la DEFCON, c'est une conférence de développeurs, ça s'appelle Développeur Conférence. mm. Donc, c'est essentiellement des gens qui construisent au-dessus d'Ethereum, mais pas que, hein, parce que c'est tellement gros la DEFCON qu'il y a plein de trucs. Là, c'était vraiment pour moi un peu too much sur les side events. Donc, il y a la conférence principale qui a duré 4 jours, mais il y avait, je crois, 1200 side events, événements alternatifs à la conférence. Et vraiment, c'était vrai. Ouais. Je n'ai fait que des side events. Perso, je n'ai pas mis les pieds moi-même. J'ai fait que des side events. Moi, j'avais pas mal de boulot. On a fait beaucoup de trucs qui sont bien passés. On avait des gros rendez-vous aussi pour fixer des synergies avec d'autres protocoles. D'ailleurs, c'est arrivé une partie de ça est arrivée sur le forum d'Aave. Et du coup, j'ai passé 1 jour et demi à la conférence, mais j'ai vu genre 2 talks. La conférence était gigantesque, il y avait beaucoup de monde. Mais le truc, c'est que tu avais, je pense, 8 personnes sur 10 qui étaient à Bangkok pour la conférence, qui n'étaient pas dans le lieu de l'événement. Dans le sens où, en fait, ils étaient à tous les side events. Et il y avait des conférences alternatives chaque jour, des dîners chaque soir, des petits déjeuners tous les matins, des événements tous les après-midi. Donc, c'était assez intense. Je ne sais pas si ça m'a plu tant que ça, mais c'est aussi un signe de maturité du marché et de l'industrie, où il n'y a plus vraiment de possibilité maintenant de faire un grand événement qui va rassembler tout le monde et où tout le monde va écouter. Et on n'est plus dans un écosystème où tu vas faire des grandes annonces en conférence. Surtout que la DEFCON, je pense qu'il y a aussi un problème de programmation à la DEFCON, où par exemple, il n'y avait pas de défi. Alors que la défi, c'est quand même 90% de la TVL d'Ethereum et des use cases et des cas d'usage. Et c'était vraiment concentré sur l'infrastructure, la scalabilité, la privacy, les ZK, etc. Et alors, tout ça, c'est important, mais ce n'est pas 99% de ce que font les gens. Et franchement, il y avait un petit coin défi qu'ils avaient organisé à la va-vite. J'ai pris une photo, je ne l'ai pas mis sur les réseaux sociaux, mais ça faisait un peu pitié. Et bon, tu n'avais pas de talk AV, tu n'avais pas de talk maker, tu n'avais pas de talk Uniswap. C'était un peu voilà. Ils ont voulu faire un truc comme eux, ils veulent. Mais je trouve que maintenant, la conférence la plus intéressante dans l'écosystème d'Ethereum, c'est LCC. Et je suis même pas sûr que la DEFCON, ça m'intéresse autant que ça maintenant. En tout cas, est-ce que je pense que j'irai à la DEFCON, dans la ville où il y a la DEFCON à l'avenir, mais je suis même pas sûr de prendre un ticket pour la conférence l'année prochaine. Bah, moi, c'est ce que j'ai un peu fait. Hein. Moi, j'ai fait beaucoup de side events, j'ai rencontré beaucoup de gens qui étaient dans les side events et c'était assez intéressant. Il y avait pas mal d'écosystèmes différents, de blockchain, etc. Et je pense qu'effectivement, c'était moins basé tech, plus développement. Moi, je venais pour du business développement, donc c'était intéressant. Il y avait un peu de tout. Et effectivement, c'était assez disparate parce que même des fois, les organisateurs de leur propre side event n'étaient pas là. Ils étaient par Mons et par Vaux, tu vois, pour te dire. Donc, ouais, puis j'ai fait quelques trucs qui étaient assez vides parce que forcément, 1200 événements, les gens ne peuvent pas être partout. Je suis allé par exemple à la conférence de Lido qui était très très bien. Le lieu était génial. La programmation était cool. Moi, j'ai fait un panel là-bas assez marrant, assez intéressant avec un gars de Fluid, le mec de Morpho et le mec de Vénus. Tu avais les plus gros protocoles du landing qui étaient rassemblés. Et on a parlé devant genre 20 personnes, tu vois. Ouais. Parce que ils ont fait 2 trucs. C'est déjà, ils l'ont fait pendant la conférence. Donc déjà, tu as la DEFCON en concurrent. Il y avait plein d'événements le même jour.
Et surtout, ils ont fait ça à 1 heure de transport de l'événement principal. Moi, j'avais dit oui pour parler, mais très clairement, si j'avais su où ça s'organisait et le temps qu'il fallait pour y aller, j'aurais dit non pour participer. Ouais, ça c'était clairement incroyable. Moi, c'était ma première fois à Bangkok. J'étais pas prêt, quoi. Mégalopole de dingue. Dès que tu veux, même sur la carte, tu regardais les events, c'était pas loin. Et en fait, alors si tu voulais y aller à pied, c'était 1 heure à chaque fois. Et, Ouais. et donc c'était assez incroyable. Bah, en tout cas, ça remet un peu en perspective. Et quand on est en Europe et que on se sent un peu le nombril du monde, voilà, vous allez à Bangkok, vous comprenez tout de suite que en fait, chaque pâté de maison, ça correspond à la défense. Je ne compte même plus le nombre de rooftops que j'ai visités pour faire justement des side events, mais c'était assez incroyable tellement il y a de buildings de 50 étages, etc. Franchement, c'était assez Ouais. bien. Après, est-ce que c'est mon délire? Moi, c'est un petit peu, tu sais, je vieillis et je m'embourgeoise avec le temps. Donc, je pense qu'à 10 ans de moi, j'aurais adoré beaucoup plus Bangkok. Après, c'est une très belle ville, hein, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à offrir. Et la Thaïlande, j'ai trouvé que c'était un pays hyper intéressant que je connaissais très, très mal. Et ça m'a donné envie de découvrir un peu plus, voire d'aller me balader en dehors de Bangkok, parce qu'il y a pas mal d'autres endroits assez intéressants en Thaïlande. Mais ce que j'ai apprécié, c'est que ça fourmille, quoi. C'est dans le sens où il y a plein d'opportunités, il y a plein de lieux, il y a plein de choses qui se montent, et tu as l'impression que tu peux aller dans un resto différent chaque jour, toute l'année, et tu n'auras pas fait le tour. Et de toute façon, le temps que tu aies terminé ton resto par jour, donc au bout de 365 restos, il y en a 5000 qui se sont ouverts des nouveaux. Et donc, tu n'auras jamais fait le tour. Et c'est comme ça pour absolument toutes les choses. C'est vraiment hyper intéressant. On en parlait en off avant le départ de l'émission. Plus je passe de temps en dehors de l'Europe, plus je me rends compte que il existe des parties du monde qui sont en progrès et qui se développent. Et c'est pas la même mentalité. Il y a pas que la question économique de la croissance, etc. Il y a aussi, je pense que ça affecte mentalement les gens. Je pense que les gens pensent différemment en dehors de l'Europe qu'en France ou là où on est la plupart du temps. Après, tu disais qu'il y avait beaucoup de discussions tech et tout machin. J'ai quand même vu beaucoup de gars trader du shitcoin en direct sur leur PC. Ouais, mais bon, ça fait partie du truc. Hein. Moi, ouais. moi j'ai aimé ce truc de. Hein, quand même. Comparé à un HCC 2023, tu vois, c'était pas la même ambiance, quoi. Ouais. Mais voilà, j'ai trouvé ça assez intéressant. C'est une bonne expérience, même si je pense que je ne suis pas sûr de prendre un ticket à la prochaine DevCon. J'irai, mais les side events, c'est très bien. Donc voilà. Et pendant ce temps, CM, toi, tu étais là et le marché ne nous attendait pas. Qu'est-ce qui s'est passé de beau? Qu'est-ce qui se passe même aujourd'hui? Puisque je vois que ça ne monte plus. C'est la fin. Que se passe-t-il? Est-ce la fin du bull run? Que disent les graphes? Il faut qu'on fasse la miniature, attends, genre. Non, comme ça. Je vais dire à Lolo qui récupère sur le. On aura les têtes pour demain, ça sera impeccable. Exactement. Je voulais attaquer aussi sur un moment, malgré tout, aux abords des 100 000 qu'on vient de titiller sans vraiment les toucher, mis à part du côté du futur CME, puisque eux sont venus chercher leurs 100 000. C'est un moment quand même qui est un moment important. Pourquoi? On est quand même passé en pas longtemps au niveau du Bitcoin de ce break ici autour de 65-70 000 à 100 000. Et en fait, on est dans un mouvement un peu qui ressemble à celui qu'on a mis pas mal de temps à mettre en place entre le printemps 2023 et l'automne 2023 avec une première poussée. Et je pense que ça serait le moment opportun, en fait, pour le marché de respirer un bon coup autour de 100 000. Alors, est-ce que ça sera entre 90 et 100? Est-ce qu'on va s'appuyer à 95 et repartir à 105, 110, 120? Voilà, j'ai ni le timing ni l'amplitude exacte, bien entendu, sinon ça serait trop facile. Mais c'est vrai que on a peut-être un cycle qui, en tout cas pour l'instant, ressemble un peu plus à 2017
qu'à 2020-2021, à ceci près qu'on s'est quand même pelé 7 mois de consolidation là, donc il y a bien eu un intermédiaire, tout en prenant en considération qu'on avait poussé un peu trop vite, un peu trop fort au moment où on avait eu le pré-halving au final. Et d'ailleurs, c'était la première fois, je crois, qu'on faisait un nouvel ATH avant le halving. Donc tout ça mis bout à bout, on a mis 6-7 mois de consolidation. Et aujourd'hui, effectivement, pour l'instant, voilà, on fait un petit retracement. On est à 95 000 après être venu chercher 99,7, 0,8. C'était vraiment manière de dire on ne touche pas les 100 000. Et comme je l'ai mis en avant dans l'émission de ce matin, je vais essayer de vous retrouver le chart de Coinbase en regardant en mensuel, en se basant sur le RSI, les cycles précédents, etc. Déjà, on est dans notre box d'arrivée, là, donc on est plutôt content d'être déjà allé jusqu'à 100 000. C'est la moitié du milestone de ce qu'on s'était fixé en amont du cycle, donc c'est plutôt pas mal niveau résolution. Et au plus loin, j'avais une target autour de 150 000, chose qui serait plutôt pas mal accréditée par un RSI qui a pris 26% ici en mensuel pour faire de 50 000 à 100 000, c'est-à-dire un 100%. Et en gros, si on mesure jusqu'à la petite traîne bleue qui prend les 2 points hauts des cycles précédents, il nous manque plus qu'un 13%. Et donc, si tu fais 26% sur lequel on a fait 100%, divisé par 2, ça nous donne 50%, vers où nous projette 50% de 100 000 à 150 000. Donc voilà, c'est des petits tips ou projections d'apothicaire entre guillemets. C'est pas super précis, mais en tout cas, personnellement, comme on me l'avait demandé déjà dans les dernières émissions, j'ai commencé à prendre des profits, notamment sur Bitcoin. Je suis toujours turbo levier, notamment sur AAV, sur Ether. Donc en gros, le fait d'avoir eu notamment le Yen Carry Trade qui nous a posé Ether pile poil là où il devait être à 2100, 2150 dollars le 5 août. En gros, j'ai pris mes Ethers, je les ai déposés sur AAV, j'ai acheté des stablecoins et j'ai racheté de l'Ether avec un health factor qui est vraiment très soft pour le coup. J'ai pas cherché à prendre beaucoup de risques, mais ça fait qu'aujourd'hui, j'ai un bag d'Ether qui tourne très bien et qui est autour de 3400, 3500 dollars et déjà voilà, plutôt intéressant, tout en espérant bien entendu, comme tout le monde, qu'on aura un Ether qui ira un peu plus haut. Et à ce compte-là, si on prend en considération qu'on est bel et bien en train de faire une méga séance, qu'elle soit en hebdomadaire ou en mensuel, si on reporte l'amplitude et sans même chercher les points bas ou quoi, j'ai pris à peu près la bougie ici de décembre 2022 autour de 1200 dollars, j'ai pas pris les points bas, ça nous amènerait quelque part autour de 10 000 dollars, 10, 11 000, où là aussi on a un Fibo qui est aligné. Donc, c'est pas des targets qui me paraissent être complètement folles, ni sur Bitcoin qui est aujourd'hui rendu à 100 000, ni sur un Ether qui a priori devrait quand même arriver à faire un x2 de son ancien ATH qui était autour de 5 000. Mais voilà, ça me paraît être plutôt honnête. Je vais vous laisser la parole, bien entendu, si vous êtes d'accord, pas d'accord, beaucoup plus bullish ou moins bullish. Mais je suis à peu près sur le même rail depuis plusieurs trimestres. Ça se déroule à peu près comme prévu. Donc, je ne suis pas mécontent pour l'instant. Moi, je veux pas balance, mais en tout cas, juste avant que l'émission commence, en off, Marc, il a dit Ether 20 000, quoi. Alors, je suis tombé de ma chaise, mais je le balance quand même. Moi, je le dis quand même, hein, je le dis en live aussi. Je le dis publiquement. Et je le dis publiquement, et même je vais étayer mes propos, puisque au final, tu vois, le scénario que je vous décris depuis plus d'un an est en train de se réaliser. On avait dit que ça allait se déclencher après la présidence si on avait un président plutôt qu'une présidente des États-Unis. Et on a senti réellement un avant et un après. Hein. Et je pense que tout ce qui s'est accumulé, toute la frustration, entre guillemets, sur le marché crypto, s'est déployé à ce moment-là. On a commencé et on a confirmé qu'on allait changer de polarité. Et là, on est en train de récolter les profits de ça. On a Gary Gensler qui a annoncé sa démission, qui démissionnera officiellement le 20 janvier, si je ne dis pas de bêtises, qui est le jour de l'inauguration. Si aussi je ne dis pas de bêtises, du prochain président des États-Unis. Ça m'a l'air correct. Et donc là, on est dans un cycle. Donc je maintiens
ma vision qui est la même depuis un an. On est sur un cycle haussier. Ce cycle continuera dans sa folie et dans ses excès. Il y aura des choses qui vont nous plaire, il y a des choses qui vont moins nous plaire, ça c'est clair, mais ça ne sert à rien de lutter contre le vent. La prochaine étape de ce cycle, c'est de briser la barrière psychologique des 100 000 $. Quand on va briser la barrière psychologique des 100 000 $, on va arriver dans la Bitcoin mania, la cryptomania. C'est la phase d'euphorie où tout le monde va vous parler du Bitcoin, où vous allez être du jour au lendemain investi d'une sagesse et on va vous dire « Oh, CryptoBoy, explique-moi ton Bitcoin, comment ça marche et comment je peux devenir riche. Tu penses quoi d'eux ?» Ça va être aussi la phase des excès que j'aime un peu moins. C'est celle que j'appelle « J'ai gagné de l'argent, donc je suis intelligent ». Ça, il faut faire très attention. Et on a tous tendance, à notre niveau, l'expérience nous apprend un peu d'humilité, mais on a tous tendance à céder là-dessus en disant j'ai toujours raison, etc. Et il faut raison garder sur ces choses-là. Les excès mèneront éventuellement à des choses qui vont renverser la tendance haussière parce que ça ne va pas monter jusqu'au ciel. Il y a le fameux dicton « Sell in May and go away ». Ça, ce serait pour un cycle court. Donc là, on rentre dans la phase explosive et on aurait un paradigme de ce cycle aux alentours du mois de mai. Une vision plus optimiste, c'est qu'on a toute l'année 2025 sur une phase haussière, un petit peu moins explosive. Ça va monter, puis se stabiliser, puis progresser un petit peu. Et ensuite, il y aura un événement déclencheur. Donc peut-être un deuxième rendez-vous au Noël 2025. Mais voilà. Pour l'instant, je pense qu'on a suffisamment accumulé. Jusqu'en mai, ouais. Jusqu'en mai. Moi, j'ai vraiment peur qu'au final, on se fasse un peu rattraper peut-être par la réalité et qu'on ait un cycle qui soit pas aussi… Tu vois, quand je reprends le dernier cycle, on a eu la fin du cycle en avril et puis on a eu la reprise grâce à SBF, entre guillemets, et ses faux bitcoins sur le marché. Mais le truc, c'est que si on n'avait pas fait ça, on aurait vraiment fini en avril. Et je ne sais pas là si on aura justement la chance de voir quelque chose qui continue et qui s'étale jusqu'à octobre, novembre, décembre 2025. Ça me paraît vraiment très loin, quoi. Ouais, mais il y a des grosses cartouches dans le magazine pour l'année 2025. Déjà, il y a le début de la présidence Trump à partir de janvier, puisque effectivement il est élu, mais il sera intronisé. Je ne sais plus si c'est novembre ou janvier. Je suis désolé, je suis en jet lag. Le 20 janvier. Ouais, c'est le 20 janvier aussi. Hein. Donc, il y a le début de la présidence. Là, il y a un conseiller réserve stratégique qui est en train d'être nommé. Il est en train de nommer des ministres. En tout cas, il en parle. On verra ce qu'il y a dans la réalité qui sont très, très orientés crypto. Moi, je pense qu'on va avoir une année avec tous les feux au vert. Et aussi, ce sera la raison du prochain bear market. C'est-à-dire que on va aller dans l'excès inverse, c'est-à-dire de la dérégulation on fait n'importe quoi, on verra bien ce qui se passe, etc. Et forcément, le prochain FTX est probablement parmi nous aujourd'hui et sera la raison de calmer les euphories du cycle actuel. Est-ce que ce sera Ethena? Est-ce que ce sera quelque chose on-chain? Est-ce que ce sera quelque chose off-chain? Est-ce que ce sera dans l'écosystème Solana, dans l'écosystème Ethereum? On verra. C'est peut-être un Bitcoin Layer 2, tu vois. Il y a plusieurs scénarios possibles. Dans les red flags, il y a MicroStrategy, Ethena et le troisième, la réserve, l'achat de Bitcoin pour la réserve mondiale ou pour la réserve des États-Unis, tu vois, un peu dans le même style que le listing de Coinbase en bourse. Ouais. Mais en tout cas, par rapport à ce que tu disais, Marc, des signaux de top et tout ça, on en a quand même pas mal qui se sont agglutinés là pendant le mois justement où tu n'étais pas là. Toutes les télévisions, journaux, radios, même français, se sont mis sur les derniers 15 jours à parler du Bitcoin. Et vraiment tous, hein, de toutes les radios à toutes les télés, tous les journaux télévisés. On a vraiment eu tout le bingo.
Moi, je Il y pensais que a... ça allait se déclencher aux alentours des 100 000 $. Les Japonais, ils s'en foutent du Bitcoin. Ouais. La télé là-bas, ils n'en ont pas du tout parlé. Et on a quand même, d'un point de vue des métriques on-chain et tout ça, il y a Agent 0x là, qui est un de nos admins, qui a codé un agrégateur d'indicateurs pour tous les trucs de top. Et ils sont pas écarlates, effectivement, mais il y en a beaucoup qui sont sur le orange foncé. Et c'est cumulatif à des gens comme Kyongju et tout ça qui font que du on-chain vraiment très poussé, en mode Glassnode, sauf qu'ils nous donnent les datas qu'ils arrivent à en ressortir la plupart du temps, qui disaient que ça est en train de ventiler des 60 milliards et tout là autour du top des 100 000 sur Bitcoin. Donc quand on regarde l'aspect social, où effectivement on a déjà un retour des personnes un peu plus arrogantes et des nouveaux, quand on regarde les métriques d'un point de vue médiatique et le côté où au final, oui, ça représente aussi un peu une barrière psychologique, les 100 000, on est quand même sur une zone déjà qui est relativement dure, je pense, pour le marché. Donc, je ne sais pas ce que ça pourra donner. Ouais, mais la phase d'euphorie, elle dure un peu. Elle dure pas un mois, généralement. Oui, bah, normalement, ça devrait se projeter à minima sur le premier trimestre 2025. Et c'est là où, normalement, autour du printemps ou peut-être un peu avant le printemps, on aura l'alt-season aussi. Mais c'est difficile de timer tout ça précisément. Et surtout, il y a déjà des gens qui se disent qu'on aurait le temps jusqu'à l'automne 2025 d'aller pousser du 200, 250 000, etc. Ça me paraît super lointain, à la fois en target et à la fois en temps. Et je ne sais pas si en 2025, on va avoir le temps parce que le SP500 est très, très haut perché et a été sur une année préélectorale d'anthologie. On a fait 25% sur le SP500 pour un 8% en moyenne en général. Je ne sais pas si on se rend compte. Donc, je me dis, entre mi-2025 et fin 2025, on se prend un chaos technique par le marché américain qui viendra nous mettre, nous aussi, en bear market dans la crypto. Et c'est aussi simple que ça, quelque part. Hein. Enfin, c'est à peu près le timing sur lequel je me projette. Moi, ce qui me fait douter quand même des scénarios pessimistes, moi, je ne suis pas du tout en train de vous dire ça va monter jusqu'au ciel et ça s'arrêtera jamais, etc. Le super cycle, je le laisse aux autres scammers. Mais ça n'existe pas un bull run avec un Bitcoin dominance à 55-60%. Ça n'existe pas. Il faut qu'il y ait la fameuse alt season et que les gains du Bitcoin soient redistribués dans d'autres acteurs du marché. Et généralement, c'est redistribué jusqu'au shitcoin. Et après, on se retrouve avec un Terra Luna à 25 milliards et c'est là où ça pète généralement. On n'en est pas là. Hein. On n'est pas à cette phase-là. Pour l'instant, on est dans la phase où le Bitcoin porte le train, sa dominance continue de monter. Et pour l'instant, il n'y a pas eu de redistribution. Mon scénario, c'est qu'on va casser les 100 000, il va y avoir une euphorie, va y avoir un top de la dominance de Bitcoin, je ne sais pas à quel niveau, mais il arrivera au-dessus des 100 000, je pense. Et après, on a une alt season, on a une surchauffe, redistribution de la dominance, Bitcoin qui redescend à 40, 35, 30% de dominance, qu'on voit généralement dans un bull market. Et après, on atteint le top de l'euphorie où ça devient complètement débile et le cycle s'arrête. On n'en est pas là. C'est peut-être que j'ai tort, hein, mais on n'en est pas. Alors pour l'instant, le cycle, il n'est pas débile. Il est débile, mais on va dire que c'est les idiots utiles de d'habitude et que on a toujours. Alors on n'a pas vu encore sortir les gourous. On a quand même eu Coinbase rank 1 application finance. On a eu. Ouais, mais ça c'est normal d'un certain côté. Phantom aussi. Ouais, mais tu sais, je pense que la crypto est quand même rentrée dans les mœurs. Maintenant, on le disait, tu demandes à quelqu'un, Bitcoin, il est capable de te dire que ça existe, que c'est de la crypto qu'il connaît. Donc en fait, dès que le narratif revient, ça m'étonne pas que des applications comme Coinbase performent assez vite. Par contre, l'argent vraiment facile, débile, là tu vois même les mêmes coins. Ça reste des trucs qu'on va aller jeter sur Solana avec des wallets, etc. Donc, ça reste des choses d'initiés. Alors, on voit que depuis quelques semaines, les exchanges centralisés rentrent dans la danse en listant ce genre de tokens et au bout du compte, vont participer à lancer
le FOMO autour des cryptos et les fois 1000, etc. Parce qu'on a toujours quelques tokens qui vont performer. Là, j'ai vu un truc, Chill Guy, qui est en train de faire aussi un carton à la Shiba à l'époque. Donc ça lance, mais c'est pas encore voilà, débile au point où il y a vraiment du tout et n'importe quoi. Mais après, je te rejoins sur le fait qu'on a quand même un Bitcoin qui a déjà bien performé et donc que le cycle est quand même bien avancé et que 98% aujourd'hui des gens qui ont acheté du Bitcoin, alors peut-être un peu moins là, on va dire 95%, sont en profit. Et donc ça, effectivement, ça dure un temps, mais il y a un moment où effectivement le marché sanctionne les gens qui sont comme ça trop en profit, trop nombreux, puisque vous le savez, hein, c'est un jeu à somme nulle, il n'y en aura pas pour tout le monde. En fait, comme on s'était projeté sur 2 scénarios avant l'élection et au final, on a eu la résolution du scénario qu'on privilégiait, c'est-à-dire Donald Trump / positif crypto. Là, maintenant, pour début 2025, je me projette sur 2 scénarios bien différents. Un où ça préspécule, enfin les deux dans tous les cas où ça préspécule sur l'approbation d'une réserve stratégique des États-Unis en Bitcoin, c'est-à-dire à minima qu'ils conservent les Bitcoins qu'ils ont saisis et peut-être par la suite qu'ils conservent tout ce qu'ils pourront saisir plus tard, sans en rajouter, mais ça enverrait quand même un signal positif à des sociétés telles que Microsoft récemment qui se sont fait pitcher la possibilité de mettre du BTC dans leur comptabilité. Donc, le jour où tu as un GAFAM qui commence à avoir du BTC en compta, t'inquiète que là, on aura le BTC à 150 et peut-être à 200. Et l'autre scénario, c'est le scénario un peu inverse. Ça préspécule jusqu'au 20 janvier sur un Bitcoin à 100, 120, voilà, ça monte doucement, ça, un pas en avant, 2 pas en arrière, on ne sait pas trop ce qu'on fait autour des 100 000. Et là, tu as Donald Trump qui dit, bon, ok, les gars, on va essayer de vous mettre bien, mais pour l'instant, on n'est pas encore rendu au point de mettre du Bitcoin en réserve stratégique des États-Unis. Et là, je ne vous raconte pas la descentada, ça ne sera pas la remontada de tous ceux qui auront préspéculé avant et qui, derrière, se prendront le coup de gourdin. Donc, c'est un peu une double voie, tu vois, une fourche, un Y, mais je ne sais pas trop à quoi m'attendre, en fait, par rapport à tout ça. Je suis assez d'accord avec ça, sachant que le président américain, enfin le futur, c'est pas forcément la personne la plus de confiance qui existe. C'est quelqu'un qui, par le passé, a fait beaucoup de promesses et les a pas toutes forcément tenues. Il a surfé énormément sur les cryptos pendant l'élection et ça a été le candidat des crypto-bros. Maintenant qu'il est élu, est-ce qu'il va aller récompenser le soutien qu'il a reçu pendant la campagne? Rien n'est moins sûr, puisque la seule règle d'or en politique, c'est que les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Donc ça va être un scénario et éventuellement, comme tu le dis, CM, qui pourrait créer des déceptions, de la frustration et ça se reverrait dans les marchés. Ce qui me rend optimiste sur cette question, c'est que tu as Justin Sun qui vient de filer 30 millions de dollars à son projet DeFi. Je ne sais pas si vous avez vu passer la news, elle vient de passer, pour déployer le World Liberty Finance sur le réseau Tron. Et Justin Sun devient premier actionnaire de la version de l'instance d'AV de Trump. On est vraiment dans un... Tu vois, quand je prononce cette phrase... Ah, non, mais quand je prononce cette phrase, tu te rends compte, Trump déploie une version d'AV avec Justin Sun en premier. Sur Tron. Voilà, sur Tron. Non, mais imagine la tronche de quand Trump va dire c'est qui ce Tron là, ce Sun, c'est un bon gars. Alors attends, on va te faire le truc, c'est pas un mauvais gars, mais c'est pas non plus un ange, quoi. Ouais, non, mais c'est dingo. Je pense que quand on a lancé l'émission, on n'aurait pas pu imaginer que ce genre de choses deviendrait réel, quoi. Mais c'est ça qui est bien dans le chat. C'est qu'on n'est jamais déçu et la fiction rejoint souvent, dépasse souvent la réalité. C'est la simulation, ouais. Ce qui est bien, c'est Just Use AV, hein, c'est vraiment tout le monde utilise ce qu'on fait, quoi. C'est de Vitalik à l'Ethereum Foundation, à Trump, à Justin Sun. Ça rassemble tout le monde. Hein, d'ailleurs, en
c'est le bon côté de la finance décentralisée, quoi. En parlant de Justin, il y a un sujet qui est passé complètement sous silence de la communauté francophone / européenne, c'est que le Tron, le TRX, il est full bull run depuis avant même que le reste soit en boule. Et il n'y a pas une seule personne qui parle de Tron, en fait. En tout cas, par chez nous, parce que je pense qu'en Asie ou en Turquie ou en Afrique, voilà, ils sont un peu plus au fait. Mais ou même en Amérique centrale ou latine, où il y a des vrais problèmes d'inflation et de préservation, en fait, d'un réel besoin au quotidien, de survie presque. Même de survie tout court. Et nous, on est passé à côté, au final, d'un réseau Tron et d'un TRX qui est quand même bien utilisé et plutôt en forme. C'est beaucoup utilisé pour les stablecoins. Hein. En vrai, il y a beaucoup de flux d'échanges. Ouais, USDT, il n'y a que de l'USDT sur Tron. Bah là, j'ai passé un mois en Asie. Je peux vous dire que pour eux, les stablecoins, c'est pas l'USDC, c'est l'USDT. Très clairement. Et vraiment, c'est énorme. Pour eux, les exchanges, c'est Binance et j'ai oublié le nom. ITBT, non, pas ITBTC. OKX. Ouais. OKX, voilà, pardon. Excusez-moi, je suis un peu fatigué de mon jet lag. Donc OKX et Binance, c'est les seuls exchanges. Ils s'en foutent de Kraken, Coinbase, etc. Le seul stablecoin, c'est USDT. Et la blockchain sur laquelle ils échangent leurs USDT, c'est très principalement Tron. Et la deuxième blockchain, c'est Solana. Ethereum, ils s'en foutent. Hein. J'ai passé un peu de temps au Japon. Personne n'utilise Ethereum. Non, zéro personne, quoi. Ça explique pas mal de choses sur la croissance de l'USDT récemment, parce que en fait, rien qu'au mois de novembre, il y a eu 15 milliards de nouveaux USDT qui ont été créés. Donc, ça reste quand même assez impressionnant. Bah nous, USDT sur AV, c'est la plus grosse croissance en stablecoin de loin. On a gagné un demi-milliard de dollars de dépôt en un mois sur le réseau Ethereum, rien qu'en USDT. Là, je vais regarder sur le réseau Ethereum, on est à 24 milliards et on est à 2,3 milliards de dépôts, sachant qu'il y a 3 mois, on était à 1,5 milliard. Donc, on a eu une énorme croissance dessus. USDC était égal sur Ethereum AV à 1,5 milliard. Ils ont eu une croissance, donc on a eu 300 millions de dépôts, ce qui est fort honorable, hein, c'est assez énorme, mais c'est rien du tout par rapport à la croissance de USDT. Hein. USDT, c'est le moi, c'est mon petit kiff matinal. Hein. Quand je me lève et que je vois une whale alert avec 2 milliards minted at USDT Treasury, je sais que la journée va bien se passer. Ouais. Et clairement, aujourd'hui, pour faire des paiements, c'est USDT. C'est le truc principal. On s'en rend pas trop compte. Et c'est pour ça que c'est bien de voyager aussi, de rencontrer des nouveaux publics, ce qui les intéresse, quels sont les usages, quels sont les apps qu'ils utilisent, etc. Moi, je suis assez content parce qu'ils ont tous entendu parler d'AV, ils utilisent AV, donc ça, c'est cool. Mais effectivement, ce n'est pas forcément les mêmes usages. Moi j'utilise principalement le Go, le stablecoin d'AV. J'utilise l'USDS, qui est le nouveau DAI, avec le SDAI. J'utilise l'USDC. Mais c'est vrai que l'USDT, je l'utilise quasiment pas. Hein. C'est vrai que ce qui est familier chez nous, c'est surtout tout ce qui est lié à Coinbase, donc tout ce qui est USDC, le layer de Base, etc. C'est là où on voit les influences. Hein. En Europe, on est très très influencé par les États-Unis. Et en Asie, beaucoup moins. C'est vrai. Donc voilà, sur ces questions, CM, tu avais autre chose à rajouter? Pas plus, pas moins. Petit ralentissement à court terme, comme on l'a pointé du doigt, autour des 100 000, normal. C'est quelque chose auquel on s'attendait, mais où on a presque glissé à se laisser convaincre qu'on allait passer les 100 000, ni vu ni connu. Finalement, on voit quand même que ça fait office de barrage. C'est presque à ce niveau-là, pour le coup, de la vraie psychologie en mode, tu sais, la prophétie autoréalisatrice. Tout le monde regarde les 100 000, tout le monde veut vendre autour des 100 000 et ça commence à créer une zone un peu dure au départ. Et par la suite, les gars, les market makers et tout, les whales, bien entendu,
ils ont mis des murs relativement importants. Après, le truc intéressant, c'est que tu as des open interest sur les shorts à levier là, qui sont en augmentation. Donc, potentiellement, derrière, ça peut faire un appel contre appel pour aller les liquider et te faire une bougie du Seigneur en mode 95-105 ou un truc comme ça, tu vois. Mais attention à ce qu'ils ne récupèrent pas complètement la main et à ce qu'on ne se fasse pas pousser à 90, 85 ou quelque chose dans ces eaux-là. Donc, ça ferait pas non plus ça ferait pas un gros décrochage, hein, mais bon, par rapport à ce qu'on a connu là sur les dernières semaines, on s'est un peu trop habitué au vert aussi, j'ai envie de dire. La bonne nouvelle, c'est qu'on a un Ether peut-être qui est en train de prendre le relais. Alors, c'est beaucoup trop tôt pour le dire, mais est-ce que Ether, je pense d'ailleurs, j'en suis pas persuadé parce que c'est trop tôt pour en tirer des conclusions. Mais d'un point de vue technique, ETH-BTC, il est sur une zone qu'on avait identifiée depuis plusieurs semaines, la zone en bleu ici, où en fait, c'est là où ça devrait bottom. On avait fait plusieurs mesures, etc. Ça avait été publié dans la newsletter de l'Oracle d'ailleurs, à un moment où on était encore sur la zone verte au-dessus ici, et où on disait, pour l'instant, on pense que ça risque de continuer un peu à faire l'escalier pendant quelques temps, avec un BTC qui était trop fort. Et la bonne nouvelle, c'est que tout à l'heure, j'ai vu passer ça sur les réseaux sociaux. C'est pour l'instant un peu passé sous les radars. Alors, en tout cas, je ne l'ai pas vu énormément partagé par la communauté francophone. Ça a été beaucoup partagé par les ENUS. C'est que Donald Trump, dans son portefeuille perso, il a la top position, c'est de l'ETH. Et il en a pour je ne sais pas combien de millions ou de dizaines de millions. Donc, en fait, il y a ça qui a pop tout à l'heure. Est-ce que c'est ce qui est en train d'aider Ether en tant que tel à retrouver un tout petit peu de santé? Voilà, je me suis dit que peut-être c'était ça. Et c'est pour ça que pour l'instant, faudra se méfier à ce que justement, si Bitcoin déroule un peu plus à la baisse, on ne se reprenne pas de nouveau la même chose du côté d'Ether. Mais voilà, c'est le truc. Il y en a qui disent 3 millions, 4 millions, 5 millions, 500 Ethers. Bref, c'est la top position du wallet de Trump et apparemment, il n'aurait même pas de Bitcoin. Alors moi, j'ai regardé donc sur Arkham, qui est le site un peu spécialisé là-dessus. Et l'entité qu'on relie à Trump a effectivement essentiellement des Ethers. Un peu de Doge. Pour 30 000 $ de Doge. C'est beaucoup des coins qu'on lui donne aussi. Hein. Il y a pas mal de projets, des shitcoins, etc., qui vont aller donner. Ils font ça beaucoup avec Vitalik aussi. Ouais. Ils donnent pour se faire de la pub. Pour la visibilité. Ils savent que c'est vérifié. Ouais. Donc, effectivement, Donald Trump a 500 près de 1000 Ethers là actuellement. Et il a fait une belle journée puisque 410 000 $ de gains aujourd'hui. Donc voilà. Et sachant que ça, c'est le wallet connu. Hein. Donc a priori, il en a d'autres. Et puis une belle journée à 30 millions puisque Justinson lui a filé 30 millions de $ aujourd'hui. Ouais. Comme ils disent dans le chat, ça pourrait être aussi de la levée de fonds, voire des ventes de NFT parce que c'est vrai qu'il a vendu plusieurs collections coup sur coup. Donc, ouais, mais il les vendait en Matic. Je sais plus. Il a dumpé ses Matic pour. Effectivement, il n'a que 5500 Matic. Donc, a priori, il a dumpé ses Matic pour de l'Ether. Donald, le meilleur trader, tu sais, il a dit niet shitcoin. Non, mais le mec, il est assez sérieux, quoi. Imagine, il va nous faire une Nancy Pelosi, tu vas voir, en crypto. Il va falloir suivre le wallet de Trump pour avoir les bons trades. Alors moi, de ce que je sais, hein, je ne travaille pas directement avec Trump. Hein, d'ailleurs, je ne l'ai jamais rencontré personnellement. Mais de ce que je sais, puisque je travaille avec son équipe qui déploie une version d'AV pour lui, son fils est très, très crypto. Et il utilise les protocoles lui-même, il trade, etc. Donc je pense qu'il est conseillé directement. Il a ses propres conseillers. Mais je pense que son fils l'influence un peu, lui dit tu devrais acheter ça, tu ne devrais pas acheter ça, tu devrais faire attention à ci ou ça. Donc, il est pas seul. Dans le clan Trump, il y en a d'autres qui font de la crypto de manière plus assidue, je veux dire. En tout cas, on pourra considérer que le mouvement est réellement en marche
si on finit la semaine avec un BTC qui est encore autour de 95 et un Ether qui serait autour de 4000 $ à peu près, là, on pourrait considérer que oui, la vapeur est en train de se renverser pour de bon. Et ça voudrait dire certainement qu'on aurait perdu quelques pourcents de Bitcoin dominance au passage. Mais perso. Ce qui est normal pour un cycle. Hein. Ouais. Les amis, mais peut-être un peu trop tôt. Un peu trop tôt par rapport au calendrier, je sais pas. Moi, je pense qu'on n'est pas encore dans la phase où Bitcoin devrait distribuer la dominance. Le scénario le plus optimiste, c'est qu'on laisse Bitcoin former la marche, traverser les 100 000 $, créer cette Bitcoin mania où tout le monde en parle. Bon, peut-être que j'ai un biais puisque j'étais en Asie et les Japonais n'en parlent pas à la télé, ils ont d'autres choses à faire, il y a d'autres choses qui les préoccupent. Et s'il y a déjà eu cette Bitcoin mania et qu'on est dedans en Europe, peut-être qu'on est dans une phase plus avancée du cycle que je pense. Hein. T'as vraiment l'impression que beaucoup de gens qui ne sont pas dans la crypto parlent de crypto en ce moment? Ça s'est réveillé oui, parce qu'on a eu beaucoup de gens sur le Discord notamment qui nous ont dit que des proches complètement normies, etc., venaient leur en parler. Donc, effectivement, Sam Gaze, c'est Baron Trump qui est assez dans la crypto et Eric Trump également. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? J'en perds mon latin. Je sais plus si je voulais parler justement par rapport à Trump ou par rapport à la phase de marché. Ah oui, c'est bon, ça me revient. On est la semaine de Thanksgiving pour les États-Unis et historiquement, ça a été des semaines de volatilité pour le marché crypto. Et on en plaisantait sur les 2 cycles précédents en disant ils sont en train de prendre des profits pour la dinde. Et clairement, c'est un truc qui m'est resté. Les 2 cycles précédents, il y a eu de la grosse volate sur cette dernière semaine de novembre. Donc, est-ce que cette fois sera pareil? Et ben, pour l'instant, ça a l'air d'être le cas, en tout cas. C'est la fameuse discussion de Thanksgiving où, en fait, dans la crypto, il y a 2 années où on est le débile de la famille et une année où on est le génie, le petit génie. Donc, ça, c'est. Vous verrez à Noël, hein, ce sera la même chose. Ça dépend dans quelle phase du cycle on est. Mais si on est en cycle haussier, je pense que votre Noël va beaucoup mieux se passer que le Noël 2022 ou 2000. C'est toujours un peu la même chose, hein. Mais au fur et à mesure, on s'habitue. Il y a des années comme ça où on a envie de prendre des profits sur la dinde, t'as dit, Seb? Bah, c'est ça, c'était un peu le même qui était sorti à l'époque en mode ils sont en train de prendre des profits pour payer la dinde. Ok, bon. Pour l'instant, là, en décembre, on prend des profits sur la dinde et cet été, on prend des dindes sur les profits. Et je me souviens aussi, tu avais un mème comme ça par rapport à BACT, B-A-K-K-T, c'était le truc 2018. On en a reparlé là, hein. Récemment. Ouais. Je crois que j'ai vu passer une news avec un rachat de BACT potentiel par, que je dis pas de bêtises. Attends, ça m'est sorti. Ouais, je l'ai vu passer aussi, mais j'ai pas imprimé. Et en gros, par rapport à ce truc, il y avait des gens qui avaient spoté à l'époque que pareil, il y avait de la volatilité avant ou après le jour de le Nouvel An chinois. Et pareil, t'avais des pseudomèmes qui étaient sortis en mode ils sont tous en train de TP pour le Nouvel An chinois ou des trucs comme ça. Ouais, d'ailleurs, le Nouvel An chinois, c'est des médias de Trump pour acheter BACT. Ah ouais. Encore lui. Il est partout. Pour le Nouvel An chinois, c'est l'année du serpent qui arrive. Ouais. Bonne année ou pas? Je sais pas, parce qu'on a eu l'année du boule, on a eu l'année du dragon. Donc le dragon, c'est long. Donc ça, c'était des bonnes années pour les marchés. Est-ce qu'il y a des gens qui sont d'origine asiatique et qui savent un petit peu quelle est la signification de l'année du serpent? Attends, je regarde. Et les 4 sorcières, ça sera le 3e vendredi de décembre. Ce qui fait que la dernière quinzaine de décembre, en général, elle est vachement chahutée parce que pour les États-Unis en particulier, ils débouclent énormément de positions et c'est les clôtures comptables et etc. etc. Donc, c'était Willy Woo. Bon, ça remonte à 2018 pour ce que ça vaut, mais il disait que quand on était sur des phases haussières comme ça, il préférait prendre ses profits
à la mi-décembre et les réouvrir limite au 1er ou 2e de janvier pour occulter cette dernière quinzaine de décembre qui est parfois vachement tumultueuse, entre guillemets. Bon, après, si on fait la moyenne, à mon avis, des dernières années, ça fait pas plus, pas moins, mais ouais, à voir. Bon, je regarde là le serpent, on dit que ça symbolise la patience, la volonté et la sagesse. Le serpent se tire toujours d'affaire. Bon, bah on va m'équipe tous dans le chat là. Hein, vous allez sortir de ce sneaky. C'est sneaky. Vous allez sortir avec toute la volonté et la sagesse du monde. Et puis en plus, vous serez tiré d'affaire. Donc c'est plutôt bon signe en fait. Enfin, c'était un horoscope très rapide. En tout cas, pour la petite anecdote, quand j'ai commencé à m'intéresser un peu au gold et tout, je crois que c'était justement il y a 2 ans là sur l'année du dragon. Et j'avais non, le dragon, c'est maintenant. Hein. C'est cette année? Ouais. Bah, j'avais eu des petits... ouais, bah, ça devait être au début de cette année alors. J'avais acheté des petits lingotins Pamp. Tu sais, c'est un des trucs d'or là. Ouais, c'est assez connu. Hein. Ils font des belles gravures sur c'est ça, en fait, tu peux avoir le Lady Fortuna avec une femme et tout. C'est super joli d'ailleurs. Et là, j'en avais eu avec un dragon justement... Un peu comme le truc, d'ailleurs, Manu, ça te parlera peut-être, l'espèce de serpent enroulé là qu'ils ont les médicaux là. Ouais, voilà. Et en fait, il y avait un dragon comme ça enroulé sur un truc, sur le lingotin, et magnifique le truc. Vraiment. Effectivement, je le vois. On peut le trouver à 482 €. Ah ouais, le prix de l'or a bien augmenté. Hein. Ouais. Putain. Ah ouais. Effectivement. Pour 5 grammes d'or. Ouais. C'est pas mal l'or. Ben, l'or, là, depuis malheureusement le côté un peu conflictuel du monde, ça a bien pris. Hein. Et d'ailleurs, c'est marrant, ça a reculé de 2 fois 8% en pas longtemps, là, à partir du moment où justement, apparemment, c'est censé se mettre un peu en accord de cessez-le-feu du côté du Moyen-Orient. Et immédiatement, le gold, sur quelques séances, il a perdu 2 fois moins 8. Donc, c'est signe quand même que c'est vachement corrélé à ce qui se passe à ce niveau-là, quoi. Ça me semble assez logique. Hein. Ouais. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez de ce chart explicatif sur ETH qu'on avait pop au moment où on était encore dans le range ici autour de 1008. Et je me souviens, il y avait pas mal de gens qui disaient « Mais non, ça ne ressemble pas à l'ancien cycle, ça ne peut pas refaire pareil ». Donc, quelque part, je me dis que c'est vrai que c'est peut-être Marc en définitive qui a raison et qu'on n'est peut-être pas assez bullish et sur Bitcoin et sur Ether, hein, mais surtout sur Ether qui est en retard quand même. Ça serait pas mal qu'on coche toutes les cases du bingo comme au cycle précédent. Et en plus, on n'a pas des rêves trop immenses puisqu'on vise un x2, x3, voilà. C'est pas x4 pour les plus optimistes. Peut-être un petit peu plus. Allez, Marc, il visera un x5, x6. Mais globalement, ouais, non, je pense qu'on est plutôt pas mal. On a quand même tiré un x60 au cycle précédent sur Ether. Donc là, on n'en demande pas trop. Un petit x10. Franchement, ça me semble pas. À x10 par rapport à maintenant, ça va être compliqué. Non, par rapport au point bas, ça ferait un 10 000 à peu près, tu vois. Ah oui. Ça, un Ether à 5 chiffres, on n'en demande pas trop. Moi, je pense qu'entre 10 et 20 000, c'est optimiste. Alors, enfin, c'est bien. Non, c'est pas optimiste, c'est quelque chose qui me semble cohérent par rapport à cycle, par rapport au cycle précédent. Après, les gens qui parlent de 50 000, etc. Sur Ether ? Non. Ouais, t'inquiète pas, il y en aura. Hein. Donc, tu fais même pas de transaction. À ce prix-là, tu te dis putain, non, je fais pas de transaction, ça coûte trop cher. Bah non, puisque normalement, le gaz est censé s'adapter. Hein. Oui, mais tu payes en Ether. Oui, donc, tu payes en Ether, mais tu vas le ramènes en dollars, tu vois, c'est toujours plus. En tout cas, tu vois, par rapport à Ether, la théorie qu'on avait esquissée précédemment et dont on a parlé plein de fois sur les lives, on a un Ether aujourd'hui qui est relativement cher par rapport au prix unitaire et ce qu'il représente, et Bitcoin encore plus, a fortiori. Et c'est vrai que les gens, ils vont avoir tendance, au niveau des mêmes coins, à avoir cet attrait psychologique de se dire j'en achète plein à 0.01 ou des trucs comme ça.
Et récemment, il y avait pas mal de gens qui disaient que même ça vaut pour des trucs comme XRP ou comme Stellar XLM, autour de 0 quelque chose ou du dollar symbolique. Et c'est vrai que quand tous les Dinocoin ont pump là récemment, ben, c'était souvent des trucs avec des tokens qui étaient entre guillemets à pas cher. Et c'est marrant, hein, ce truc. Ça, on l'a dit, je pense qu'il y a les deux choses qui rentrent en jeu. Il y a le prix, comme tu dis, et le classement dans la liste. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de gens, quand ils vont aller sur Coinbase ou autre, ils vont pas aller chercher dans le millième coin, tu vois. Ils vont prendre le top 50, voire le top 100, voire le top 20. Et puis, en fait, effectivement, ils vont prendre un petit Stellar qui coûte pas cher et se dire, oh, ça, si ça va à $1, je suis refait. On la connaît, la musique, hein. Ouais, mais du coup, est-ce qu'un Solana à $240 c'est trop cher? Est-ce qu'un moi, à $640 c'est trop cher? Moi, je fais partie des gens qui pensent que Solana décevra, personnellement. Mais je peux me tromper, hein, mais je pense que le Solana $1000, j'y crois pas du tout. Pour l'instant, c'est la meilleure performance. Hein. Il est à x3. Hein. C'est la meilleure performance de l'année, hein, pour l'instant. Ah oui, tout à fait. Mais je pense qu'il y a beaucoup de vendeurs et qu'à mon avis, il y aura une pression quand même à la baisse à un moment et je suis pas sûr que ça le laisse monter aussi haut. Après, je peux me tromper. Apparemment, il y a des unlocks aussi tout 2025 pour Solana. Ouais, c'est ça. Oui, il aura eu là son heure de gloire par rapport notamment au même coin, etc. Et ça aura peut-être permis à la team d'arriver là où il voulait arriver. Mais perso, je défends toujours ce truc de me dire on verra ce que proposera Solana après le prochain bear market. Parce que là, il a traversé un cycle où il aurait dû crever autour de FTX Alameda. Il y a eu la résurrection et tout, ok, impeccable. Et clairement, personnellement, je ne l'avais pas mis dans le top 2022 pour 2023-2024. Pour cette raison-là, c'est que j'aurais pas mis 1 centime quand Solana était en train de s'effondrer post-FTX Alameda. Et pour des bonnes raisons, hein. Au final, c'est pas pour faire le mec ou quoi que ce soit. Et après, une fois que le truc, au final, il a survécu, il a traversé les enfers et il s'est relevé d'entre les morts presque, effectivement, on a désormais un projet qui a su avoir de l'attraction. Donc là, le seul truc, moi, qui me manque maintenant pour Solana, pour dire, OK, c'est totalement carré, on peut en mettre en portefeuille pour 5 ans comme Bitcoin et comme Ether, c'est un bear market de plus, tout simplement. De voir si, après la frénésie des mêmes coins, on aura quelque chose qui continue de perdurer sur Solana, tout simplement. Exactement. Sachant qu'on a un peu un pic de l'euphorie sur les mêmes coins, où là, on est arrivé dans le n'importe quoi, hein, sur Pump and Fun, où il y avait des streamings, et on a eu des streamings avec des choses qui sont assez révulsantes. Donc, Pump and Fun qui a officiellement retiré les live streams de son application un petit peu plus tôt. Ça allait trop loin. On va pas faire de la pub à ce type de comportement, on va pas faire de la pub. Donc voilà, si vous savez de quoi on parle, tant mieux. Sinon, ou tant pis, hein, j'en sais rien. Mais, tant pis. Personne n'a rien loupé. Voilà, en vrai. Voilà, vous n'avez rien loupé. Mais je pense que commence à y avoir un ras-le-bol et on a jump the shark, comme disent les Américains, dans le sens où on est allé, on va dans la surenchère pour capter l'attention des gens et faire pumper les tokens, etc. Et là, on ne peut pas faire plus. Et même, on a dépassé les limites. Donc, est-ce que les gens vont s'en désintéresser et passer à autre chose? J'en sais rien. Je pense pas parce qu'on est quand même dans la partie euphorique du cycle. Donc, c'est normal qu'on ait de la surenchère et de l'excès et du n'importe quoi. Mais je trouve qu'on est allé beaucoup trop loin. Donc, je sais pas où on va se diriger sur ces mêmes coins, sachant que pour l'instant, ça reste le cœur du réacteur de l'écosystème Solana, où pour l'instant la défi sur Solana prend pas tant que ça. Ça grandit, hein, c'est pas non plus ridicule, ça grandit et ça suit son bonhomme de chemin. Mais c'est vrai qu'en dehors de cet aspect Memcoin, Pump and Fun, c'est quand même l'application la plus rentable de tout l'écosystème Solana et qui carry un petit peu tout l'écosystème. Ouais, c'est très rentable pour eux. Oui, tant mieux pour eux. Surtout. D'ailleurs, ça serait intéressant, au-delà de Solana, de voir comment pourront se matérialiser les futurs trends et les futurs narratifs à partir du moment où on aura un gros ralentissement de marché. C'est là aussi où on va voir si
on a une véritable, j'allais dire un nouveau cycle en tant que tel, mais chaque cycle est différent et nouveau. Mais est-ce qu'on ne va pas avoir justement ce cycle qui scinde, qui se coupe avec ce qu'on a connu jusqu'ici? Et même au niveau du bear market, quelque chose où au final, Bitcoin retracerait beaucoup moins que ce qu'on l'a eu à l'accoutumée, alors que les alts à côté, eux, retraceront beaucoup plus dans des proportions vachement plus importantes au moment où l'argent et la liquidité se retirent. Et c'est là où j'ai peur que pour bon nombre d'altcoins, et c'est un peu la théorie que je défends déjà aujourd'hui, déjà sur ce cycle, on ne revoit pas les ATH sur tous. Et ça, je pense que quiconque est à peu près aujourd'hui au fait de comment se déroule ce cycle est d'accord pour dire que quand bien même on perdrait 10, 15, 20% de dominance sur Bitcoin, c'est pas ça qui va repropulser l'intégralité des tokens de 2017 et 2021 vers des ATH. Il y aura un choix à faire et il n'y aura pas une liquidité illimitée. Et d'un autre côté, il y a aussi cet attrait au niveau des bitcoins qui aujourd'hui sont rentrés via les ETF, même si ça ne représente pas le gros absolu de la liquidité, c'est quand même quelque chose de continu et de, on va dire, de tangible. Au-delà de Michael Saylor et tout ça, qui lui-même n'a pas l'air de vouloir vendre le moindre bitcoin avant des années. Je doute que tout cet argent, que ça soit du côté de Saylor ou que ça soit du côté des ETF Bitcoin, se répandent, une fois bloqués là-dedans, dans les altcoins. Donc, il faut quand même prendre en considération, et d'ailleurs, je peux vous l'afficher pour accréditer un peu le propos, que même au niveau de la Bitcoin dominance, ça fonctionne exactement comme le reste du marché. On a plutôt tendance à avoir un truc qui, petit à petit, se casse au niveau de la volatilité. On est en train de faire un méga triangle de compression, si on regarde. Donc, quand bien même, peut-être, voilà, on vient chercher, je sais pas, 50% de dominance ou au mieux le bas du canal ici à 42-43, ce qui ferait une très belle alt season, on n'aura jamais des décrochages comme on l'a eu en 2017 de 98 vers 35% et en 2021 de 74 vers de nouveau 40%. Ça va se faire sur une échelle qui sera beaucoup plus réduite, mais des capitalisations qui, elles, seront plus grandes. Je ne sais pas si c'est con ce que je raconte, mais voilà. Non, mais je pense que tu as raison. Hein. Les investisseurs qui mettent de l'argent dans les ETF, c'est pas forcément limite pour toucher à toute la crypto. C'est pour être exposé en fait au Bitcoin et à quelque chose qu'ils connaissent ou qui commencent à appréhender en tout cas. Et donc toute la manne qui arrive sur Bitcoin et particulièrement les ETF Bitcoin, au final, vont pas acheter des alts aussi facilement, quoi. Tout à fait. Et surtout pas n'importe quel alt. Aujourd'hui, il y a un alt qui a un ETF, c'est Ether. On voit que ça commence doucement à se réveiller pour des ETF autour de XRP, de Solana ou des trucs comme ça. Mais avant qu'on ait ne serait-ce que de l'argent qui vienne sur le TF Ether et qu'après ça valide du côté de BlackRock et tout ça, des potentielles approbations pour d'autres ETF, à mon avis, on sera d'ici là au prochain bear, on en aura pour jouer au prochain cycle haussier pas avant plusieurs années. Donc voilà, on est dans cet entre-deux par rapport à tout ça, mais c'est un entre-deux où au final, effectivement, la smart money, elle porte bien son nom. Elle n'est pas là pour foutre du blé dans tout et n'importe quoi et pour aller sur des trucs qui nous paraissent legit, mais qui pour eux, ils ont même du mal à pitcher d'un point de vue institutionnel Ether. Donc, qu'est-ce que tu vas aller leur pitcher les autres projets, quoi? Il y a des trucs, c'est impitchable, hein, j'ai envie de te dire. Et puis, ce qu'il ne faut pas oublier, enfin, moi, je reste convaincu, hein, mais après, c'est peut-être un biais de mec qui fait de la DeFi, mais je reste convaincu qu'en blockchain, il n'y a pas 150 use cases, cas d'utilisation, etc., que la DeFi, ça reste, on va dire, l'avancée majeure dans le domaine de la finance grâce à la technologie blockchain, et que ça, c'est vraiment quelque chose qui est bankable. On a bien sûr Bitcoin en termes de réserve de valeur. On peut dire, allez, les NFT, peut-être pour la propriété intellectuelle, l'identité numérique, des trucs comme ça. Mais après, tout le reste, pour l'instant, vaut pas grand-chose, en tout cas en termes de narratif.
et va prendre du temps, en tout cas pour ce qui n'est pas encore vraiment mature, à émerger. Et donc aujourd'hui, vraiment, les use cases de DeFi sont les principaux, et à mon avis, c'est là que va s'agglutiner, s'agglomérer, si on veut, l'argent dans les mois et dans les années qui viennent, et ça me paraîtrait totalement logique. Après, je peux me tromper, mais j'ai une petite conviction là-dessus. Je suis d'accord avec toi là-dessus. En tout cas, ouais, vas-y. Juste, je rajoute, et c'est aussi pour ça que personnellement, quand j'entends parler des narratives intelligence artificielle, dans une moindre mesure peut-être real world asset, etc., c'est des narratifs spéculatifs qui fonctionnent, mais à terme, c'est des choses qui seront, à mon avis, des domaines plutôt restreints, plutôt petits, qui ne seront pas les trillions qu'on peut espérer, ou en tout cas qu'on voit d'ores et déjà se déverser dans la DeFi, même si peut-être qu'en termes de prix, on a déjà eu le bull run 2020, entre guillemets, le DeFi Summer qui avait pricé ça, et on a beaucoup de tokens en DeFi, etc., qui sont surévalués, clairement. Donc, c'est aussi pour ça qu'on n'a pas tous les tokens qui vont performer dans ces domaines-là. Mais ça reste pour moi le cœur de développement de ce qui nous attend. Ouais. Et c'est là où, plus que jamais, en fait, sur ce cycle, bon, ça l'était déjà avant, mais au cycle précédent, par exemple, j'avais pas encore de Bitcoin ou quasiment pas. Et sur ce cycle, j'en ai pour justement avoir un portefeuille un peu plus long terme et quelque chose d'un peu plus robuste et solide face aux variations de volatilité du marché. Et c'est là où, sur ce cycle, on ne peut que vous encourager, et le cycle nous pousse vers ça, d'autant plus maintenant qu'il s'est institutionnalisé, d'avoir une bonne différence en fait entre ce que vous comptez garder pour du long terme, et à ce compte-là, il n'y aura vraiment pas grand-chose, ça va se compter sur moins des doigts d'une main la plupart du temps, et des trucs où vous allez spéculer pendant le cycle haussier, là, pendant le bull run, et où vous allez essayer de réaliser votre performance pour derrière alimenter soit le projet de vie si vous souhaitez cash out, et c'est tout à fait légitime, soit si vous souhaitez rester dans le marché crypto, pouvoir continuer votre DCA en l'alimentant un peu de façon un peu plus conséquente en ayant fait ce petit levier du côté des altcoins. Donc, ça reste intéressant aussi aujourd'hui de réfléchir en fait, et je sais que pour beaucoup dans l'auditoire, souvent vous nous dites que vous êtes là pour plusieurs années supplémentaires, etc. Donc, on essaie aussi de se projeter en même temps que vous sur des horizons de temps qui sont beaucoup plus lointains. C'est la réflexion aussi que vous devez vous faire aujourd'hui. Et ça va dans le sens de ceux qui demandent souvent si je prends des profits à 100 000, qu'est-ce que je fais ensuite? C'est tout simplement de te dire, si tu as acheté du Bitcoin autour de 15 000, 20 000, 25 000 en DCA, peut-être 30 000, et qu'aujourd'hui tu as réalisé une belle performance à 100 000, de juste te dire, est-ce que peu importe où on topera, que ça soit à 100, 120, 150 ou je ne sais quoi, est-ce que j'arriverai à me racheter un peu moins cher plus tard que les fameux 100 000? Et à ce compte-là, sur Bitcoin, ça peut être assez difficile de se projeter, mais sur les alts, il n'y a pas photo. Les alts, à partir du moment où on va top de marché, vos machins, ils vont faire moins 70, moins 80, moins 90. Si ce n'est pas moins 99 et juste crever pour l'immense majorité. Donc, vous perdez tout simplement votre argent. Donc, à partir de là, vraiment, faites ce travail en amont de vous dire, une fois que j'ai pris mes profits, sur quoi je souhaite le remettre ou le garder ou le réinvestir. Et vous verrez que de pouvoir vous projeter là-dessus aussi, ça peut faire toute la différence, je pense. Moi, je rajouterais que moi, je me suis un peu maximalisé en termes de Bitcoin. Alors, je vais m'expliquer. C'est que, en fait, oula. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que je commence à mieux comprendre les maximalistes qui te disent un BTC égale un BTC. Et en fait, tu vois, là, quand on vient, par exemple, me demander récemment qu'est-ce que j'achète, qu'est-ce que je devrais faire. Alors, bon, de la même façon, je donne pas de conseils, je vais pas vous dire, je vais pas dire à la personne achète tel truc, tel de shitcoin, tel machin, etc. Mais par contre, je trouve que comme objectif, aujourd'hui, viser un objectif à 0,1 Bitcoin dans ton wallet,
c'est un très bon objectif. C'est-à-dire que ça reste quelque chose d'abordable, même avec un Bitcoin à 100 000. Donc 10 000 $, 10 000 euros, c'est quelque chose qu'on peut atteindre. Alors peut-être pas forcément l'acheter aujourd'hui parce que ça monte, etc. Donc la notion de temps, je la laisse un peu de côté. Mais le fait de se dire, bah, tu as ton 0,1 Bitcoin et en fait, c'est grosso modo une somme que tu peux perdre si jamais ça ne fonctionne pas et que ça va à zéro. Et une somme, si tu veux la jouer sur le long terme, de toute façon, ça te suffit parce que si c'est vraiment adopté par la majorité des gens, 0,1 Bitcoin, en fait, ce sera énorme en termes de supply que tu peux avoir par rapport à la masse de, je sais pas moi, 6, 7, 8 milliards d'humains qui veulent avoir un peu de poussière, un peu de Satoshi. Et donc, au bout du compte, peut-être que le cycle d'avant, on disait plus souvent, ouais, un Bitcoin, c'est un bon objectif, etc. En bear market, c'était peut-être quelque chose dont on pouvait parler quand il était à 18 000. Aujourd'hui, au final, en bull market, je pense que les 0,1 Bitcoin dans le wallet, c'est quelque chose c'est un objectif qui peut être tenable, qui peut être intéressant, en tout cas pour une vision plus moyen long terme. Et qui peut être rassurant. Voilà, c'était mon coming out maximaliste, mais voilà, n'ayez pas que du Bitcoin, bien sûr, mais si peut-être 0,1, ça peut être intéressant. Et quand 0,1, je dis c'est intéressant, 0,05, c'est aussi intéressant. Ouais. Après, c'est vrai que dans la Moi, communauté, il y a... je fais mon coming out aussi, j'ai au moins 0,1 Bitcoin. Voilà, voilà, je fais mon coming out. Je ne suis pas maximaliste non plus, mais j'ai au moins 0,1 Bitcoin. Objectif atteint. Voilà, c'est ça, parce qu'on ne peut pas ignorer en fait la narrative qui est en train de se passer où en fait ce qui se passe, on va dire au global, c'est ce qui nous est arrivé à titre individuel quand on a commencé la crypto. On rentre avec Bitcoin, on comprend, après on étudie un peu plus, on part sur Ethereum, on part sur d'autres choses, même si c'est un peu différent. Et là, tous ceux qui sont en train de rentrer via des ETF, via des institutionnels, etc., ils sont en train de comprendre un peu l'idée. Et après, laissez-les faire le chemin vers la transition écologique, les machins et tout. Vous allez voir qu'au bout du compte, il y a pas mal de sujets où Bitcoin rentre en jeu, etc., et où ça pourra être intéressant. Et je pense voilà, que ça reste un objectif qui peut être atteignable et qui peut être sympa d'avoir des 0,1. Alors, moi, je ne pense pas que ce soit un objectif court terme. Je pense que, comme le disait Marc très souvent, et comme le disait Morpheus dans Matrix, il viendra un moment où tu n'auras pas besoin de vendre ton Bitcoin. Tu pourras emprunter dessus. Ce moment, il est déjà là, hein, les amis. Il est déjà là, mais c'est pour le comprendre. Il faut savoir que Bitcoin, c'est l'un des plus gros trucs qui existe sur AV aujourd'hui. Hein. Et c'est l'un des tokens qui a le plus de croissance, puisque les Bitcoiners, ils ne sont pas tous maximalistes et ils vont faire de la défi sur Ethereum. Et on a 3,7 milliards, donc c'est des milliards hein, quand même, de Bitcoin en WBTC. CBBTC, qui est l'un des wrappers de Bitcoin qui est en plus gros progrès, on est à 880 millions de dollars. Donc rien que sur le mainnet, on est presque à 5 milliards de tokenisation Bitcoin, puisqu'on a aussi un peu de TBTC à 140 millions et d'autres. Si tu rajoutes ça, le réseau Base, le réseau Arbitrum, le réseau Avalanche, on a pas mal de Bitcoin aussi. Je pense, j'ai pas le chiffre exact, mais on n'est pas très loin des 5 milliards de Bitcoin d'Oravé. Donc, il y a quand même beaucoup de présence là-dessus. Et que font ces gens? Très, très majoritairement, les Bitcoiners sur AV, ils empruntent des stablecoins parce qu'ils n'ont pas envie de dépenser leur Bitcoin. Soit ils le font pour acheter plus de Bitcoin, soit ils le font parce qu'ils n'ont pas envie de vendre leur Bitcoin et ils préfèrent dépenser des dollars, tout simplement. Ouais, puis ça marche dans les deux sens. Admettons quelqu'un qui a 32 Ethers et qui n'a pas envie de les vendre, bah, il peut les déposer, emprunter et acheter du BTC un peu. Et quelqu'un qui a un Bitcoin, ben, il peut déposer son Bitcoin, emprunter du stablecoin et acheter un peu d'Ether. Et comme ça permet de faire à chaque fois un bag qui est à peu près bien composé. Et si tu te le composes pendant le bear market, il y a assez peu de chances que tu arrives à te faire liquider tant que tu joues pas avec des health factors trop proches du 1, quoi. Donc, voilà, franchement, il y a quand même aujourd'hui une panoplie de choses qui sont mises à disposition qui permettent de faire des trucs vraiment sympas sans avoir à faire un réel choix si on a envie de s'exposer à deux actifs à minima. Et c'est plutôt cool d'ailleurs de mettre les mains dans la DeFi en faisant ça.
en se disant, ben, comme disait Manu, j'ai 0,1 BTC, je veux pas y toucher. À côté, j'ai envie d'avoir un tout petit peu d'Ether, ben voilà, je dépose 0,1 BTC, je peux prendre un petit Ether ou deux, et tout le monde est content, et voilà. Je pense que c'est ça se développe petit à petit. Après, faites attention à votre factor. N'allez pas trop jouer dans l'euphorie et faire trop de levier. Hein. Oui, bah là, c'est peut-être plus le moment. Là, c'est justement un moment où, quand tout est haut, c'est plutôt la situation inverse. Mais bon. Moi, je vais vous donner quelques données, enfin quelques informations qui, je pense, sont des indicateurs importants de dans quelle phase de marché on est. Pour moi, on est dans l'euphorie et l'indicateur que je mets en avant, là, c'est les taux d'emprunt sur AD. Lorsqu'on est en bear market, vous pouvez emprunter de l'USDC à 4%, à 5%, parce que personne n'a envie de parier à la hausse sur quoi que ce soit. Aujourd'hui, le taux d'emprunt du USDC, il est à 17% sur AD. Donc, les gens sont prêts à payer 17% par an pour parier à la hausse sur les cryptos. Il est à 9,3% sur Tether sur USDT parce qu'on a eu des gros dépôts. Donc, pour l'instant, cette liquidité n'a pas été consommée. Il est à 7% sur l'USDS, qui est la nouvelle version du DAI, parce que pour l'instant, elle n'est pas encore hyper répandue. 18% sur le DAI. Donc, on est sur des taux très élevés. Je tiens à vous rappeler, je vous avais fait le point plusieurs fois au cours de l'année, entre 3 et 6%, on est dans un marché baissier et sur des taux qui sont très bas. Entre 6 et 8, on est sur un marché normal qui est range. Entre 8 et 12, on est sur un marché haussier avec de l'optimisme. Au-dessus de 12, on est dans une phase d'euphorie. Et là, on est au-dessus de 12. Donc, c'est quelque chose à noter, je pense. Ouais. Après, effectivement, si on doit pointer pour faire la balance entre le risque et le bénéfice, effectivement, il y a le risque de smart contract, il y a le risque du WBTC, et voilà, il y a des risques, hein, bien entendu. C'est pas comme d'hab tout beau, tout rose et tout le monde qui gagne de l'argent la main dans le slip. Pour chaque rendement, pour chaque collatéral, pour chaque truc, il y a tout le temps un risque qui existe. Mais à ce jour, voilà, ça reste quand même vachement intéressant, notamment la DeFi, quand vous commencez à avoir un peu de capital et tout ça, d'avoir une petite partie sur laquelle vous pouvez aller faire un peu de levier. Et c'est un levier qui est un levier intelligent, puisqu'il vous apprend à utiliser la technologie à la fois dans la DeFi et de la blockchain, vraiment pur et dur, des smart contracts. Donc, je trouve ça plus attrayant d'aller me faire un petit prêt autocollatéralisé sur AAV ou tout ce qui vous plaira, plutôt que d'aller faire le dégène sur entrer le nom de l'échangeur centralisé et de faire un x5, un x10 ou un truc comme ça. C'est sûr que c'est peut-être plus facile, l'interface est peut-être en 3 clics, vous arrivez à lancer votre levier et tout est bien, voilà. Et le jour où on a véritablement une FTX, en gros, levier ou pas, vous l'avez dans le baba. Donc, on a, peu importe où l'on regarde, que ça soit échangeur centralisé ou décentralisé, protocole, etc., il y a toujours quelque part un risque qui existe. Donc ça, je veux dire, c'est comme ça, hein, on ne peut pas y couper. Hein. Tout à fait. Tout à fait. Et ça, que ce soit on-chain ou off-chain, c'est-à-dire vous prenez des risques sur les échangeurs centralisés, vous prenez des risques en utilisant AD ou d'autres plateformes. Toute personne qui vous dit qu'il n'y a aucun risque est en train d'essayer de vous arnaquer. Et ça, c'est un grand principe où il n'y a pas vraiment d'exception à ça. Ouais. En attendant, voilà, c'est des petits tips qu'on vous donne, que ça reste un peu d'utilisation quelque part avancée, d'aller faire un petit peu de levier en DeFi. On appelle ça du levier, mais au final, c'est pas le même type de levier que ce que vous pouvez trouver sur les échangeurs centralisés. Et clairement, on ne peut que vous déconseiller tout court de faire du levier, d'ailleurs, dans un marché aussi volatile que les cryptos. Mais c'est vrai que ceux qui connaissent un peu la façon de fonctionner de la DeFi, voilà, il y a des fois des petits trucs intéressants à mettre en place, sans prendre des risques qui sont inconsidérés, bien entendu. Et le seul levier que je vois de valable ce soir, c'est le levier du nombre de viewers qu'on a, qui est un beau levier x2 par rapport à d'habitude. Et je me permets de saluer chaleureusement ceux qui nous ont rejoints après tout ce temps passé loin de nous.
on était là, on pensait à vous et sachez qu'on est très heureux de vous revoir. C'est clair. C'est clair. Et là, les chiffres, ça fait partie aussi des métriques sociales sur lesquelles on peut constater que ouais, il y a un vrai regain d'intérêt. Alors après, comme disait Marc tout à l'heure, peut-être qu'on n'est pas encore en turbo euphorie, en mode ça y est, tout le monde qui imprime des 50-100% par jour. C'est vrai qu'on n'est peut-être pas encore là. Mais si je devais jauger du pourcentage d'avancement de ce cycle, je dirais qu'on est plutôt à 75 qu'à 50 quoi, sur 100%. Et c'est là où j'ai un peu peur que le cycle déçoive à cheval sur le premier trimestre 2025 et que ça vienne un peu se terminer hâtivement, peut-être autour de 120 000, tu vois, pendant que tout le monde espère 150, qu'on ait une alt season assez courte. Celle de 2021, on a beau dire, mais elle a duré assez peu de temps au final, hein. Si on regarde là par rapport à la Bitcoin dominance, on a chuté à compter de janvier 2021 et on a trouvé le point bas en mai. Donc c'est quand même le gros décrochage ici, il se fait à un laps de temps qui est quand même assez court, un trimestre en gros. Et là, j'ai la sensation que c'est à peu près ce qui pourrait se passer en fait. Si on a une alt season, ça sera forcément sur les premiers trimestres de 2025. En tout cas, j'ai vraiment du mal à me projeter par rapport à la façon dont s'est matérialisé ce cycle sur l'automne 2025. Mais il peut tellement se passer de choses entre-temps que, bien entendu, il faut prendre les choses comme elles viennent, pas trop anticiper un potentiel top ou des trucs comme ça. Et c'est là où aussi, on ne peut que vous recommander de faire un DCA de sortie intelligent comme vous l'avez fait pour rentrer, pour ne pas vous retrouver le jour où on aura un Bitcoin qui fera bel et bien son top et qu'on aura la première grosse bougie bien dégueulasse de moins 20, moins 30% en hebdomadaire. Et là, vous êtes complètement perdus. Vous courez tous dans les rues comme des poulets sans tête à crier « Mais qu'est-ce qui se passe? C'est la fin !» Et voilà, on sait en général à quel point ça peut être horrible ces moments. Donc, essayez de vous faire une faveur et d'avoir un plan avant, parce que sinon, si vous n'avez pas le plan avant, c'est le marché qui va vous rattraper et qui va vous forcer à vous exécuter à des moins 30, moins 50 et par la suite encore plus. Donc, c'est malheureusement très vrai. Ouais. C'est toujours à la fin plus agréable de prendre du profit dans le vert quand bien même on prend sur un Bitcoin à 100 000 et on le voit à 150 000 et au début on rage un peu d'avoir TP trop tôt, plutôt que de se dire je prendrai à 150, vous le prenez pas, il vient à 120, il repart à 80, à 70, à 50 en bear market. Et là, vous êtes comme des glands à vous dire mais qu'est-ce que j'ai foutu? Pourquoi j'ai pas sell in May and go away? Et ce genre de petites phrases que l'on ne sait trop que se répéter en général. Ah mais là, cette année, moi, je me fais paniquer, hein. Le mars-avril, je sors 70-80%. Tu te découvres je passe mon effet épouse. Moi, j'ai mon objectif. C'est juste que je ne vends pas au prix actuel. Bon, je finirai par vendre. J'ai un objectif d'acquérir un bien immobilier sur ce cycle-là. Mais pour l'instant, on n'y est pas. On verra plus tard. Mais je vous le dirai. Je vous le dirai quand je prendrai mes profits. Je pense que des profits, justement. Je pense qu'au moment où je vais le faire, vous allez tous m'insulter. C'est normal, puisque vous allez dire oh là là, paper hands, c'est pas le moment, parce que je pense que je le ferai quand on sera en vraie phase d'euphorie et de mania. Et donc, la plupart du chat, on sera beaucoup plus nombreux dans l'émission. Et la plupart du chat sera dans le déni de le cycle va durer toujours, Ethereum à 50 000, Bitcoin à 1 million, etc. Mais je vous le dirai. Et je suis prêt à prendre vos critiques à ce moment-là. Mais je vivrai tranquillement là-dessus. Voilà. Mais je le ferai en toute transparence, les amis. En direct live. En direct live, peut-être pas, non. Regardez cette bougie rouge. Regardez cette belle bougie rouge. Boum. Ça, c'est moi. Et ce qui est sûr, c'est un truc, ça aussi, on en a discuté depuis longtemps, c'est que vraiment, et ça, c'est mortel, les gens qui prennent aucun profit et qui attendent le fameux blow-off top, c'est-à-dire la première bougie où tu prends le moins 20, moins 30, et où malheureusement, même au cours du bull run, on ne sait jamais si c'est le moins 20, moins 30 correctif ou le moins 20, moins 30 qui déclenche le bear market.
Et c'est là où vraiment vous allez vous faire mal à la tête, puisqu'on ne sait pas à l'avance. Et il y a beaucoup de gens, en fait, qui après attendent et se disent non, mais ça a perdu moins 30, ça va remonter. Ça fait le fameux plus 10, plus 15 après un moins 30. De nouveau, ça repère moins 20. Non, c'est bon, ça va remonter, ça fait un plus 10. Et ainsi de suite, tu vois. Et derrière, tu te laisses complètement glisser. Et en fait, tu es tellement pétrifié et tétanisé dans ces moments-là que tu n'oses même plus sortir même $100, tu vois. Et c'est juste horrible. Donc vraiment, soit vous avez la psychologie résiliente pour justement sortir au moins 20, moins 30 quand vous estimez que c'est le top et que le marché est vraiment en train d'exploser sur son top, ou soit vous sortez en cours de route tranquillou bilou et vous verrez qu'au début, vous allez vous dire « Ah merde, je suis sorti un peu trop tôt », mais dans 6 mois, dans 1 an, vous direz plus en général, je suis sorti trop tôt, vous serez plutôt content d'avoir pris des petites ressources en cours de route. Là, bien entendu, on s'adresse à des personnes qui font de l'investissement à peu près actif, c'est-à-dire entrer une fois tous les 1 ou 2 ans et sortir une fois tous les 1 ou 2 ans. Ceux qui ont un horizon de temps en mode DCA, papi, mamie pour les petits-enfants, horizon de temps 2040, voilà, vous vous en foutez comme de l'an 40 de ce qu'on est en train de dire là, ça ne s'adressera pas à tout le monde, bien entendu. Vous pouvez continuer votre DCA, c'est une stratégie qui est tout à fait gagnante sur le long terme, où vous en fichez des cycles et vous êtes sur un objectif d'investissement sur 5 ans, sur 10 ans. Et là, continuez d'acheter, acheter tous les tops, acheter tous les dips. C'est le principe du DCA. Et c'est une stratégie qui a surperformé la plupart des traders sur le temps. Moi, il y a Frank Skyrocket qui faisait une remarque assez intéressante. Je liquiderai mes actions coin et micro-stratégie avant mai. Ça se comporte comme des petites algues. La chute risque d'être d'une violence divine. Effectivement, hein, moi, Coin, c'est l'une de mes plus grosses lignes du portfolio hors chain. Pourquoi? Parce qu'elle a tellement performé qu'elle a dépassé toutes les autres en DCA, en taille de truc. Voilà, c'est Coin et Nvidia. Comme tout le monde, je pense que ça ne choque pas. Ça a été mes actions qui ont le plus performé sur mon DCA. Et Coinbase, c'est un très très bon produit. Ça bénéficie de la nouvelle administration qui va être très protectionniste sur les acteurs américains. Maintenant, on est sur des valorisations par rapport aux revenus réels, par rapport aux parts de marché réelles qui commencent à faire un petit peu peur. Est-ce qu'on est dans de la surspéculation? Parce que Coinbase, c'est pas un acteur qui gagne des parts de marché par rapport à Binance, par rapport à OKX, etc. Sur les échangeurs centralisés, c'est le chouchou des Américains, certes. C'est un petit peu le chouchou des Européens, même si les Européens utilisent autant Binance que Coinbase. Mais en Asie, tout le monde s'en fout. Je viens de passer un mois en Asie. Coinbase, ils ne savent pas ce que c'est. USDC, ils ne savent pas ce que c'est. Et on est sur des valorisations qui sont très, très hautes. Donc, pour moi, il y a encore de la réserve de performance. Mais si on arrive sur des actions qui sont vraiment trop surévaluées, je prendrai mes profits là-dessus. Ouais. Et Coinbase, ça peut encore se discuter parce qu'on arrive tout juste dans les zones hautes du cycle précédent, ce qui est déjà énorme parce qu'on est sur un 1000% là, de bout en bout. Mais le pire, effectivement, c'est MicroStrategy. Regarde ce truc, c'est en train de partir comme le Bitcoin en 2017. Donc, moi, ça me fait peur. Hein. Ouais, ça, le levier par-dessus le levier x10, x100, x machin. Bon, on ne peut pas qualifier ça dans le levier x100 pour MicroStrategy, mais franchement, le jour où Bitcoin se retourne, le jour où MSTR se retourne et le jour où les créditeurs arrivent au bout de ces notes convertibles-là, j'ai beau tourner le truc dans tous les sens, il y a un moment où le film, il se termine pas bien, tu vois. Il y aura un problème, quelque part. Très clairement, il emprunte, il fait un levier. Et un bear market qui dure longtemps et qui est violent, ça peut très très mal finir. Après, on lui prête pas cher et on lui prête à long terme. On lui fait une confiance énorme. Donc peut-être que ça peut bien se passer pour lui. Il y en a qui disaient que les notes convertibles là, les plus importantes, les multiples fois là qu'il a levé des milliards récemment, ça serait pas avant 2029.
Donc, en gros, on aurait eu de nouveau un cycle haussier d'ici là. Mais il faut qu'entre-temps, à la fois MicroStrategy et Bitcoin aient tous deux progressé positivement. Donc, c'est franchement complicado. Hein. Moi, je ne comprends pas qui achète MicroStrategy. Va acheter du Bitcoin, surtout, il y a des ETF. Je n'arrive pas à comprendre la thèse d'investissement. Excuse-moi, vas-y. Il y a Allianz qui a acheté pour 2,6 milliards d'obligations convertibles. Mais après, j'ai la même inquiétude que vous, c'est que MicroStrategy, si on enlève Bitcoin, il ne reste pas grand-chose. Tu vois, autant sur Coinbase, c'est tout un écosystème à lui tout seul. En fait, sur Coinbase, on a les dépôts d'actifs avec les ETF, le CBBTC, etc. On a le layer de Base, on a les émetteurs de stablecoin avec USDC. Coinbase, c'est un peu tout ça, mais sur MicroStrategy, il y a Bitcoin et quasiment rien d'autre. Donc c'est clair que ouais, il y a un vrai risque à partir de ça. Ouais. Donc pour l'instant, ça fait kiffer tout le monde parce que toutes les semaines, limite, il lève 3-4 milliards et il rachète du Bitcoin. Donc c'est certainement aussi ce qui a très largement bénéficié au cours là. Mais voilà, il y a un moment où on va en venir en fait à la problématique qu'a rencontré à l'époque des trucs comme GameStop ou des trucs comme ça. C'est qu'il y a des fonds comme Citron ou je sais pas quoi là récemment qui sont en train de shorter, mais comme des gorées. Et soit le marché va leur donner tort et on a des fonds comme ça qui vont perdre des milliards à pisser contre le vent, soit au bout d'un moment, tout le monde va se mettre dans le sens de la marche et dire « Ok, on fait exploser ce truc en vol » et MicroStrategy va se prendre un dildo de moins 90. Et là, je pense qu'il y aura quand même un petit problème, tu vois. Même si le BTC, lui, normalement, devrait quand même un peu mieux tanker. Moi, je pense que aussi dans ce jeu-là, quand bien même il y aura le prochain bear market, le Bitcoin perdra 2 fois moins que l'action MicroStrategy en proportion. Peut-être même plus, tu vois, en termes de ratio. Tout à fait d'accord. Et c'est éventuellement peut-être d'ailleurs ce qui le sauvera, mais faudrait en fait recouper les données pour MicroStrategy de combien il avait de Bitcoin au dernier bear. Et à mon avis, il en avait immensément moins que ce qu'il s'est foutu dans les poches sur les 2-3 dernières années. Hein. Donc, c'est ce qui fait, parce qu'il y a des gens qui posaient la question à juste titre de pourquoi il ne s'était pas fait liquider ou genre il n'était pas rentré en défaut au bear market précédent. Mais au cycle précédent, 2021, il n'était pas en train d'acheter tous les 4 matins des 5 milliards. Il a commencé à le faire assez tardivement, ça, pendant ce dernier bear, quoi. Bon, en tout cas, ça fait partie de mes trois raisons principales du prochain bear market. Ce mec se fait liquider et ça fait une liquidation en cascade et ça fait très 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 mal. La probabilité que ça arrive est assez faible, hein. Sauf s'il devient complètement taré, mais en même temps il est dans la phase d'être complètement taré sur acheter toujours plus, emprunter toujours plus pour acheter toujours plus. La deuxième raison, c'est Ethena. Ethena, c'est devenu très très gros. Et s'il y a un problème d'exécution, ça peut être en cascade, sachant que c'est devenu énorme dans la défi, dont AV. Hein, AV est très exposé à Ethena aujourd'hui et va continuer de l'être. Donc si eux, ils tombent, ils font tomber beaucoup de choses en même temps. Et le troisième candidat pour le prochain bear market, pour moi, c'est Eigenlayer. Avec tout, pas forcément Eigenlayer eux-mêmes, hein, mais aussi Symbiotic, etc. Tous ceux qui font du restaking, où certains vont faire n'importe quoi et pour aller squeezer 1 ou 2 BPS de yield en plus, ils vont se mettre à protéger n'importe quoi. Et forcément, il y a des AVS qui vont être en faillite, qui vont faire défaut, des liquid restaking tokens qui vont faire défaut, et les gens qui les auront acceptés en collatéral, ça peut mal finir pour eux et créer une cascade de liquidation. La bougie en non logarithmique là de MicroStrategy, voilà. Je pense que ça parle de lui-même en 3 mois. Mais je crois que même en crypto, on n'a jamais vu des bougies comme ça. Mais moi, à mon avis, Michael Saylor est très très bearish fiat et je le soupçonne, tu vois, d'acheter du Bitcoin comme Noé faisait rentrer des espèces par 2 sur l'arche. Ouais. Après, ça fonctionne effectivement tant que tout monte et tant qu'en bear market, on ne perd pas trop.
Par contre, admettons que sur ce cycle, on tape le fameux Bitcoin à 150K ou un truc comme ça ferait 3000 milliards pour Bitcoin. On arrive à un Ether allez, on va être médium autour de 10 000 $. Ça fait entre 800 et 1000 milliards pour Ether, donc on est à 4000 milliards. Et il resterait 2000 milliards pour le reste des altcoins et des stablecoins, ce qui nous ferait un crypto total à x2 du cycle précédent, autour de 6-7 000 par rapport à 3000 au cycle précédent. Et ça, c'est les objectifs qu'on a donnés il y a un an. Hein. Ouais. Et la question que je me pose, c'est tout ce que mettaient en avant là, les gars comme Bob Lucas et tout, qui sont quand même pas mal calés en analyse technique. Ils disaient qu'est-ce qui se passe pour le marché crypto le jour où on a le fameux cycle de plateau qu'a connu notamment le gold à l'époque. C'est-à-dire que pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, on n'a quasiment plus cette volatilité qu'on a connue jusque-là et un cours qui finalement évoluerait dans des zones beaucoup plus recherchées, mais pas forcément favorablement à la hausse, telle que l'escompte Saylor d'ici 2029. Et c'est là où finalement aussi il peut se faire rattraper par ces échéances. Donc franchement, c'est loin d'être gagné, hein, le pari des gens. Admettons que le Bitcoin atteigne vraiment 150 000. À partir de là, on peut se demander ce que Michael Saylor va faire. Tu vois. Si Michael Saylor continue d'accumuler des BTC même à 150 000, à mon humble avis, c'est un immense red flag. Ouais, là, mais en même temps, tu sais, on achète autour de 100K là. C'est le serpent qui se mord la queue, parce que s'il arrête, ça envoie un signal baissier. Je sais pas. Pour moi, c'est très très inquiétant. On verra. Après, justement, s'il vendait à 150 000, il se ferait. C'est vrai qu'il se ferait insulter d'absolument tous les noms, mais ce serait plus rassurant. Durant le dernier bear market, bull market, je rappelle qu'il a quand même acheté et vendu régulièrement. Il y avait un peu plus d'achats que de ventes, mais il n'y avait pas une accumulation continue. Il y avait quand même des phases où il était capable d'acheter 1200, 1500 BTC d'un coup. Alors c'est clair, tu vois, tu le disais tout à l'heure, c'était pas par 15 000. Je pense qu'il a multiplié par 10 là, le ratio d'achat, mais c'était plus des 1500 à chaque fois il achetait. Et ça arrivait qu'on ait 200, 300, 1200 BTC qui étaient vendus, même si au bout du compte, il accumulait au fur et à mesure. Mais il n'y avait pas que de l'achat, il y avait aussi de la vente. En tout cas, c'est un chart qui ressemble un peu à ce qu'on a pu voir aussi du côté de Nvidia, sauf que Nvidia, c'est moins pire et surtout, Nvidia, c'est porté par un fondamental exceptionnel, quoi. Il y avait de quoi faire péter Nvidia et c'était presque étonnant que ça ait mis aussi longtemps à péter dans de telles proportions. Mais là, ouais, aujourd'hui, comme le titrait notre bon vieil hacheur, c'est de la bombe MicroStrategy où ça sera la bombe. Et je pense que c'est un peu des deux, en fait. Aujourd'hui, on a assez de la bombe parce que ça nous pousse vers la stratosphère côté Bitcoin. Et à un horizon de temps à définir, ça sera peut-être la bombe. Et c'est ça qui fait un peu flipper au final. Mais bon, c'est de cycle en cycle, on n'est jamais déçu de ce qui nous arrive autour des futurs bear markets. J'espère pour nous tous que ça ne sera pas une déflagration à la FTX parce qu'on a donné, mais voilà. Il n'y a aucun doute que ce sera explosif. Oh non, mais pour moi, il n'y a aucun doute qu'on va aller dans l'excès et que l'un des trois que j'ai cités, ou alors un autre qui n'est pas encore arrivé et qui sera pire que cela, va nous emmener sur un bear market. Je trouve que l'écosystème n'est pas encore assez mature. Il y a encore trop de conneries à droite à gauche. Et donc, ça me semble cohérent qu'on revienne un petit peu à la réalité, malheureusement. Et c'est comme ça. Exactement. Mais on est de moins en moins pire. Ou on est meilleur chaque cycle. Ça dépend à quel point vous êtes optimiste ou pessimiste. Ouais. Et entre-temps, il y a plein d'opportunités. Et on est là aussi pour les saisir. Donc, c'est pas parce qu'on sait comment le film termine qu'on ne peut pas s'amuser tant que la musique est en train de jouer. Ouais, c'est clair. Je pense qu'on a fait le tour, ça fait 1h40, c'était bien cool. Que dire de plus pour clôturer? Continuez d'ouvrir l'œil et soyez prudents là sur les fêtes de fin d'année. On est déjà pas mal avancé dans le cycle.
On croise tous les doigts, bien entendu, pour que le printemps, qui est en général, ou allez, le début d'année, le premier trimestre, se prête en général plutôt pas mal aussi à un marché crypto positif, nous amène vers une dominance qui baisse et donc une alt season en bonne et due forme. À ceci près que, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, ça sera peut-être pas dans des proportions telles qu'on les a connues sur les cycles précédents. Donc, pour pallier à ça, essayez de vous mettre sur des dossiers porteurs, des choses pas complètement exotiques, sorties de je ne sais où, des fins fonds, des abysses des réseaux sociaux. Parfois, ça peut être bon de détecter des trucs avant tout le monde, mais si vous êtes sur un risque qui est médian, on va dire, essayez de ne pas sauter sur tout ce qui bouge, parce qu'à la fin, c'est ce qui risque de vous faire tout perdre, même en bull run et en bull market. On vous souhaite une très bonne soirée. Merci à tous d'avoir été là. On fait quasiment le pic d'audience au moment de se quitter. Donc, c'est plaisant d'avoir un auditoire engagé. On vous souhaite à tous de réaliser ce que vous voulez sur ce cycle et de vous faire plaisir, puisque, comme disait Marc et Manu, il faut aussi prendre du plaisir en cours de route, sinon ça ne sert à rien. Et essayer de joindre l'utile à l'agréable pour petit à petit arriver à vous frayer un chemin dans ce marché qui est aussi génial que... à la fois complexe et volatile, donc faites attention à vous. Très bonne soirée et à mercredi avec le replay qui sera sur YouTube demain matin. Ciao, ciao. Bonne soirée. Ciao, ciao.